Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle exploration approfondie. Aujourd'hui, la mission s'annonce véritablement vertigineuse. Ah oui, on peut le dire. Je suis vraiment ravie d'être là pour en parler. Moi aussi. En fait, il ne s'agit pas d'un simple survol technique, mais vraiment d'une plongée au cœur de ce qui est, probablement, le plus grand mystère scientifique du XXIe siècle, la conscience. C'est le mot qui fait peur à beaucoup de scientifiques, mais on va s'y attaquer. Absolument. Et toute notre discussion d'aujourd'hui repose sur une synthèse colossale, publiée en 2025 dans la revue Frontiers in Science. Un article majeur, oui, intitulé La science de la conscience. Où en sommes-nous? Où allons-nous? Et que se passera-t-il si nous y parvenons? Exactement. Ce travail a été coordonné par les chercheurs Axel Cleermans, Liad Mudrik et Anil Kassett. Et ça rassemble vraiment l'état de l'art d'un domaine qui est en pleine ébullition en ce moment. Une véritable cartographie de ce qu'on sait et surtout de ce qu'on cherche encore. Voilà. Et l'objectif de notre échange, c'est d'abord de comprendre pourquoi cette quête est soudainement devenue une urgence scientifique et sociétale, particulièrement avec l'omniprésence émergente de l'intelligence artificielle. C'est devenu incontournable. On va aussi tenter de démêler les grandes théories qui s'affrontent actuellement dans les laboratoires du monde entier et surtout d'explorer les implications vertigineuses qui émergeraient si la science parvenait enfin à résoudre cette énigme. Et le programme est chargé. Bon, décortiquons un peu tout ça. Par où est-ce qu'on commence quand on s'attaque à un concept qui semble, par nature, échapper à toute définition stricte ? Il faut d'abord reconnaître que le terme même de conscience y pose un problème sémantique majeur. Dans la littérature scientifique, c'est souvent qualifié de concept bâtard ou de terme fourre-tout. Un mot qu'on utilise tous les jours, quoi. C'est ça, on l'utilise au quotidien pour désigner des réalités qui sont très très différentes. Donc avant même d'espérer la localiser dans un réseau de neurones ou de tenter de la coder dans une machine, la première étape exigée par l'article, c'est de scinder ce bloc monolithique. De le découper en morceaux plus digestes. Exactement. Les auteurs établissent 3 distinctions fondamentales. La première consiste à séparer le niveau de conscience et le contenu de la conscience. Le niveau, c'est un peu comme le volume, non ? On peut voir ça comme ça. Le niveau, c'est l'état d'éveil global du cerveau. Un curseur qui va du coma profond ou de l'anesthésie générale jusqu'à l'état de vigilance maximale. D'accord. Et le contenu alors ? Le contenu, en revanche, ça renvoie à ce que les philosophes nomment l'intentionnalité. L'idée, c'est que la conscience, c'est jamais un réceptacle vide. On est toujours conscient de quelque chose. Qu'il s'agisse d'une image visuelle, d'une pensée fugace, d'une douleur au genou ? Voilà, l'expérience subjective a systématiquement une cible. Cette distinction pose un cadre solide et en lisant la deuxième séparation faite par les auteurs entre la conscience perceptuelle et la conscience de soi, j'ai été frappé par la nécessité de tracer une ligne claire entre une simple réaction et une véritable expérience. C'est une nuance cruciale. L'article mentionne des exemples fascinants pour illustrer ça. Comme la Dionea muscipula, cette fameuse plante carnivore qui se referme instantanément dès qu'un insecte frôle ses poils sensitifs. Oui, ou même l'appareil photo d'un téléphone. C'est ça. D'un point de vue purement mécanique, la plante capte une information de son environnement, un peu comme l'objectif d'un smartphone qui ajuste sa mise au point avec la lumière. Mais on devine intuitivement que la plante ou le téléphone ne vivent pas cet instant. Il n'y a personne à l'intérieur pour ressentir la chose. Alors, comment la science fait-elle la différence entre ce traitement d'informations basique et ce qu'éprouve, disons, un chien qui court dans un parc ? La différence réside justement dans la dimension qualitative. Le chien possède ce qu'on appelle une conscience perceptuelle. Son système nerveux ne se contente pas de traiter des données de manière obscure. Il génère un monde intérieur. Il ressent vraiment des choses. Absolument. Le chien ressent la chaleur du soleil sur son pelage, il perçoit les odeurs super complexes de l'herbe, il éprouve de la joie ou de la douleur. Il y a un effet que cela fait d'être ce chien à ce moment précis. Mais il n'a pas forcément conscience de lui-même en train de le vivre. C'est tout à fait ça. Le chien manque très probablement de conscience réflexive, ce qu'on appelle la conscience de soi. Il ne possède pas cette boucle métacognitive qui lui permettrait de s'isoler par la pensée et de se dire « je suis un individu situé dans le temps en train d'analyser cette odeur ». C'est une capacité d'abstraction narrative qui semble, jusqu'à preuve du contraire, propre à l'humain et à quelques autres espèces très spécifiques. Exactement.
Et ça nous amène directement à la troisième distinction. Celle qui est présentée dans l'article comme le nœud gordien de toute cette science. Phénoménal. Et l'article utilise des métaphores formidables pour illustrer cette conscience phénoménale, notamment l'expérience de goûter un cocktail Negroni, avec son équilibre si particulier entre l'amertume et le sucré. Ou le fait d'être soudainement exposé à la teinte vibrante et indescriptible du bleu clin. J'ai bien compris que cette conscience phénoménale, ça correspond au qualia, la sensation pure, mais si on prend l'exemple de l'intelligence artificielle mentionnée par les auteurs, comme le jour où le système AlphaGo a écrasé le champion du monde de Go Lee Sedol, la machine a bien accédé à l'information du jeu pour gagner. Où se situe exactement la rupture avec l'expérience humaine? La rupture est totale. Dans le cas d'AlphaGo, la machine a fait preuve d'une conscience d'accès poussée à l'extrême. Elle a manipulé des données, évalué des probabilités, ajusté son comportement pour atteindre un but. C'est l'aspect purement fonctionnel. Oui, mais sur le plan phénoménal, il n'y avait pas le moindre frémissement. Il faisait complètement noir à l'intérieur de la machine. L'ordinateur n'a ressenti ni l'anxiété du coup risqué, ni l'euphorie de la victoire. Les seuls à transpirer, c'étaient les humains dans la pièce. Exactement. La seule expérience subjective dans cette pièce, les seuls qualia générés par cet événement historique, se trouvaient dans le cerveau de Lee Sedol, qui voyait la défaite approcher, et dans l'esprit des ingénieurs de l'équipe DeepMind qui ont célébré l'événement avec du champagne. Le grand défi de la recherche actuelle, c'est donc d'expliquer comment la matière biologique, contrairement au silicium, parvient à allumer cette lumière intérieure. Ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont la méthode scientifique elle-même a dû se réinventer pour aborder cette lumière intérieure. Historiquement, les neurosciences se contentaient d'une approche très empirique. La traque des corrélats neuronaux. Voilà. L'idée, c'était de placer des individus dans des scannels et de chercher quelles zones du cerveau s'activaient spécifiquement lors d'une perception consciente. Ça a permis des avancées notables. Comme le rôle du système thalamocortical, c'est ça? Oui, ce réseau extrêmement dense qui relie le thalamus, qui est la station relais des sens, au cortex. On sait que c'est vital pour l'expérience subjective. À l'inverse, on a découvert que le cervelet n'est pas impliqué dans l'émergence de la conscience, bien qu'il contienne la majorité des neurones de l'encéphale. C'est fou quand on y pense. Plus de neurones, mais aucune contribution à l'expérience. C'est contre-intuitif, mais c'est ce que montrent les données. Les chercheurs ont aussi pu abandonner de vieilles pistes, comme l'hypothèse très populaire dans les années 90, voulant que la conscience soit simplement le produit d'oscillations électriques cérébrales synchronisées à 40 Hz, dans la bande dite gamma. Ah oui, la fameuse théorie des ondes gamma. Les données récentes ont montré que cette corrélation était insuffisante. Et le tournant majeur détaillé dans cet article, c'est le passage de cette simple recherche de zones géographiques à la construction de véritables architectures théoriques globales. D'ailleurs, le document de synthèse fait état d'un paysage théorique foisonnant. Il recense plus d'une centaine d'approches différentes. Mais il insiste particulièrement sur 4 poids lourds qui structurent aujourd'hui le débat international. 4 grandes familles de théories, oui. En plongeant dans ces théories, la première qui ressort massivement, c'est la théorie de l'espace de travail global, souvent abrégée en GWT. Les auteurs utilisent beaucoup l'analogie du tableau noir. Comment cette théorie explique-t-elle le passage de l'inconscient au conscient? Parlante pour le GWT. Le principe, c'est d'envisager le cerveau comme une multitude de processeurs spécialisés et inconscients, fonctionnant en parallèle et en silence. Des petits modules qui font leur travail dans leur coin? C'est ça. Un module traite les couleurs, un autre la sémantique d'un mot, un autre la posture du corps. Selon cette théorie, une information accède à la conscience uniquement lorsqu'elle réussit à s'inscrire sur un espace de travail central, ce fameux tableau noir. Et une fois sur le tableau noir, tout le monde peut la lire? Exactement. Dès qu'elle y est inscrite, elle est instantanément diffusée à l'ensemble des autres modules du cerveau. Biologiquement, ça correspondrait à un embrasement soudain, une ignition qui mobilise un vaste réseau de neurones, particulièrement dans les régions frontales et pariétales. La conscience ne serait donc rien d'autre que cette disponibilité globale de l'information. L'idée d'une diffusion à grande échelle s'oppose de manière assez frappante à la deuxième grande théorie présentée, la théorie d'ordre supérieur, ou HOT. Oui, les fameuses Higher Order Theories. Si j'ai bien saisi la nuance dans l'article, au lieu d'inonder le cerveau avec l'information, le mécanisme ici s'apparente plutôt à une boucle de surveillance interne. Une simple représentation visuelle de premier ordre, disons l'image d'une pomme rouge, formée dans le cortex visuel, resterait totalement inconsciente si elle est laissée à elle-même. Totalement dans le noir. Pour que l'expérience subjective de voir du rouge apparaisse, il faudrait qu'un autre processus, situé plus haut dans la hiérarchie cognitive, vienne pointer vers cette image originelle en la méta-représentant. C'est comme si le cerveau devait s'observer lui-même en train de percevoir pour générer la sensation. Le résumé est tout à fait exact.
Et l'article semble localiser ce regard interne principalement dans le cortex préfrontal. C'est fascinant. Et puis il y a le troisième acteur de ce débat qui propose une philosophie radicalement différente. Et c'est sans doute la théorie la plus mathématique du lot, la théorie de l'information intégrée, l'IIT. Comment elle se démarque des deux autres? Contrairement au GWT ou aux théories d'ordre supérieur qui partent de la mécanique du cerveau pour expliquer la pensée, l'IIT fait l'inverse. Elle part des propriétés indéniables de l'expérience subjective elle-même. Les théoriciens de l'IIT posent des axiomes. Des vérités de base qu'on ne peut pas nier? Voilà. Ils disent que toute expérience consciente est fondamentalement unifiée. On ne peut pas la diviser en morceaux indépendants, c'est de l'intégration. Mon expérience de cette pièce est globale, je ne peux pas séparer la vue du son. Exactement. Et le deuxième axiome, c'est qu'elle est spécifique. Elle se différencie de milliards d'autres expériences possibles. Ça, c'est l'information. À partir de ces axiomes, la théorie propose un calcul rigoureux pour quantifier la conscience de n'importe quel système physique. Le fameux phi mathématique. Ce calcul aboutit à une valeur mathématique symbolisée par la lettre grecque phi. Si le phi est supérieur à 0, le système possède une forme d'expérience subjective aussi minime soit-elle. En lisant la section sur l'IIT, j'ai été particulièrement intrigué par l'application clinique qui en découle, le fameux indice PCI. Une application révolutionnaire en neurologie. Les auteurs décrivent une procédure qui semble tout droit sortie d'un roman d'anticipation. Les médecins utilisent une grosse bobine magnétique pour envoyer une impulsion électromagnétique ciblée, un zap, directement à travers le crâne d'un patient pour stimuler son cortex. Ils enregistrent ensuite l'écho électrique produit par cette perturbation. C'est la technique de stimulation magnétique transcrânienne couplée à l'électroencéphalogramme. Mais comment l'analyse d'un simple écho électrique peut-elle permettre aux neurologues de déterminer si une personne plongée dans un état végétatif possède encore une vie intérieure silencieuse? La clé réside dans les deux piliers de l'IIT, l'information et l'intégration. Si le cerveau d'un patient est inconscient, par exemple sous anesthésie profonde, l'écho généré par le zap magnétique sera soit très localisé, comme un caillou jeté dans de la boue, soit global, mais d'une simplicité totale, comme une onde de choc basique. Il n'y a pas de complexité. C'est ça. En revanche, si le patient possède une conscience résiduelle, bien qu'il soit physiquement incapable de bouger ou de communiquer, le choc magnétique va réverbérer de manière complexe et chaotique à travers les réseaux corticaux interconnectés. Ça rebondit partout de façon imprévisible. L'algorithme calcule alors la complexité de cette réponse. Et si le score dépasse un certain seuil, les médecins savent que le patient est là, qu'il est conscient, enfermé dans son propre corps. C'est un outil d'une valeur inestimable pour les diagnostics de coma. C'est vertigineux. Enfin, le dernier grand cadre théorique réunit le traitement prédictif et les approches de traitement récurrent. Oui, c'est une approche très influente aujourd'hui. Cette quatrième approche est d'ailleurs celle qui bouscule le plus notre intuition quotidienne. Le traitement prédictif avance que notre perception n'a rien d'une réception passive. Pas du tout. Nos yeux ou nos oreilles ne se contentent pas d'envoyer un flux de données brutes vers un cerveau qui attendrait patiemment de les décoder. Le cerveau est plutôt décrit comme un moteur de prédiction obsessionnel, enfermé dans la boîte crânienne, qui passe son temps à deviner ce qui se trouve à l'extérieur. Les signaux sensoriels ne servent finalement qu'à corriger les erreurs de ces prédictions. L'article utilise l'expression fascinante d'hallucination contrôlée. C'est un peu comme lors d'un trajet familier en voiture très tôt le matin. Le cerveau, en pilote automatique, hallucine littéralement la route à partir de ses attentes. Et ce n'est qu'un événement inattendu, comme un coup de klaxon ou un piéton, qui va générer une erreur de prédiction et forcer la mise à jour de la perception consciente. Cette idée d'hallucination contrôlée par la réalité modifiait profondément notre compréhension de la cognition. Et avec toutes ces théories, comment on s'y retrouve ? Pour mettre un peu d'ordre dans cette compétition théorique féroce, l'article met en avant une initiative remarquable, la base de données Contrast. Contraste, oui. C'est un répertoire exhaustif qui compile et analyse les résultats de décennies de littérature expérimentale. La photographie du champ de recherche en 2025 est très parlante. La théorie de l'espace de travail global domine le paysage expérimental, avec 239 études publiées qui soutiennent ces hypothèses. Le GWT mène la danse. Le traitement prédictif occupe la deuxième place avec 141 études en sa faveur, talonné par la théorie de l'information intégrée avec 125 expériences soutenantes. Cependant, la présence de ces chiffres soulève un problème méthodologique majeur que les auteurs de l'article ne manquent pas d'épingler. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant.
L'étude pointe du doigt un biais de confirmation endémique dans le domaine. Un gros problème, oui. En épluchant la base de données, on découvre qu'à peine 15% des expériences menées ont été conçues dans le but explicite de falsifier ou de contredire une théorie. Le principe de réfutabilité de Karl Popper semble avoir été un peu oublié. Chacun prêche pour sa paroisse. Chaque laboratoire conçoit des protocoles sur mesure pour valider sa propre approche, en ignorant souvent les prédictions adverses. La question devient alors pressante: comment la science de la conscience peut-elle espérer briser ce plafond de verre si les chercheurs refusent de tester la solidité des modèles concurrents? Pour surmonter cet écueil, la communauté scientifique s'est tournée vers un mécanisme novateur appelé la collaboration adversariale. C'est une méthode initialement conceptualisée par le psychologue et prix Nobel d'économie Daniel Kahneman. Comment ça marche en pratique? Le postulat de départ est simple, puisque les scientifiques, comme tout être humain, répugnent à abandonner leur théorie de prédilection. La seule issue est de contraindre des adversaires académiques à s'associer. Des consortiums internationaux financés à coups de millions de dollars, partant des acronymes comme Cogitet, INTI-RPID ou Ethos, ont vu le jour. Et les forces à travailler ensemble. Le processus exige que des théoriciens défendant par exemple GWT et l'IIT s'assoient autour d'une table avec des arbitres indépendants. Ils doivent concevoir ensemble une expérience cruciale, se mettre d'accord sur le protocole et déclarer formellement, avant même la collecte des données, quels résultats valideront l'une ou l'autre théorie. C'est une démarche d'une immense intégrité qui force le domaine à mûrir. Cette rigueur méthodologique renouvelée s'accompagne en plus d'une explosion technologique. L'article souligne à quel point la recherche est en train de sortir des contraintes artificielles du laboratoire. Fini les expériences dans des petites pièces sombres. Exactement. Pendant des décennies, étudier la conscience impliquait d'asseoir un volontaire dans une pièce et de lui demander de fixer des points clignotants sur un écran. Aujourd'hui, on voit émerger des outils permettant d'étudier l'expérience subjective dans toute sa richesse écologique. On utilise des casques de réalité virtuelle et augmentée pour manipuler le sentiment d'incarnation du corps en temps réel. L'immersion totale modifie l'expérience consciente. C'est de combler le gouffre mathématique entre l'activité électrique de millions de neurones et la texture intime de l'expérience ressentie, couplée à l'arrivée imminente de casques d'imagerie cérébrale portables. On imagine très bien un futur proche où l'on pourra cartographier les variations de l'état conscient d'un sujet pendant qu'il navigue simplement dans l'effervescence d'une rue animée. Ces avancées technologiques et collaboratives nous amènent au seuil d'une véritable révolution. La question n'est plus seulement de savoir comment nous allons résoudre la conscience, mais d'anticiper ce qui se produira lorsque nous y parviendrons. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Je veux dire, en quoi ça change notre vie de tous les jours? L'article détaille avec beaucoup de prudence les implications sociétales d'une telle découverte. Sur le plan purement médical, au-delà de l'évaluation des états végétatifs grâce à l'indice PCI, une compréhension mécanistique de la conscience bouleverserait la gériatrie et la psychiatrie. Comment ça? Mesurer la qualité de l'expérience subjective chez des patients atteints de stades très avancés de la maladie d'Alzheimer ou d'autres démences obligerait le corps médical à repenser totalement les protocoles de soins et de fin de vie. On saurait exactement ce qu'ils ressentent encore? Inespéré. L'article cite des travaux émergents utilisant le neurofeedback pour identifier les représentations inconscientes de la peur chez des patients phobiques chroniques. En récompensant le cerveau au bon moment, il deviendrait possible d'effacer les réseaux de la phobie sans jamais imposer aux patients une thérapie d'exposition consciente qui est souvent source d'une détresse immense. Guérir une phobie sans avoir à l'affronter de face, c'est incroyable. Si on parvient à objectiver la souffrance subjective, les répercussions vont s'étendre bien au-delà de la clinique humaine. Le document aborde le concept d'éthique élargie ou de sentientisme. C'est un mouvement philosophique qui prend beaucoup d'ampleur. L'idée centrale, c'est que la valeur morale d'un être ou d'une entité ne devrait plus reposer sur son appartenance à l'espèce humaine, mais strictement sur sa capacité à avoir des expériences phénoménales, à ressentir la douleur ou le plaisir. Si la science de la conscience fournit enfin un détecteur fiable, la société sera confrontée à des choix drastiques. Il faudra tracer des lignes de démarcation fondées sur des preuves biologiques pour déterminer le statut d'un fœtus en développement, pour statuer sur les conditions d'élevage des animaux ou pour encadrer la création d'organoïdes. L'idée que des mini-cerveaux humains cultivés en laboratoire pour la recherche pharmaceutique puissent un jour atteindre un seuil d'intégration suffisant pour ressentir une forme d'isolement ou de stress a de quoi donner le vertige au comité d'éthique. C'est la boîte de Pandore. Et cette même onde de choc atteindra inévitablement l'institution judiciaire.
Le droit pénal occidental est fondé sur la dualité entre l'acte répréhensible matériel, l'actus reus, et l'intention coupable ou l'état d'esprit criminel, le mens rea. Pour être condamné, un accusé doit avoir agi de manière consciente et délibérée. Mais si une théorie complète de la conscience démontre un jour, équation à l'appui, que nos intentions, nos impulsions et nos ressentis ne sont que le produit inévitable d'interactions physiques et de boucles de prédictions déterministes, c'est l'entièreté de la notion de libre arbitre et de responsabilité morale qui vacille. L'article revient sur l'affaire tragique de Charles Whitman, cet étudiant qui, dans les années 60, a perpétré une fusillade de masse depuis la tour de l'Université du Texas, avant d'être abattu. Son autopsie, demandée par Whitman lui-même dans une lettre laissée avant le drame, a révélé un glioblastome massif comprimant son amygdale. La région clé pour la régulation de la peur et de l'agressivité. Exactement. L'argument de la défense consistant à dire « ce n'est pas l'individu, c'est la mécanique de son cerveau qui a commandité l'acte, autrefois marginal, pourrait devenir un casse-tête quotidien pour les tribunaux, disposant de modèles neurobiologiques infaillibles. » L'impact sur la justice illustre à quel point la frontière entre le corps et l'esprit est fragile. Mais l'urgence la plus médiatisée abordée par l'article, celle qui suscite les débats les plus polarisés aujourd'hui, concerne notre rapport à l'intelligence artificielle. On y vient. Les auteurs posent le dilemme philosophique majeur opposant le fonctionnalisme computationnel, qui soutient que la conscience n'est qu'une question de complexité de traitement de l'information indépendamment du support matériel, et le naturalisme biologique. Qui défend l'idée que l'expérience subjective nécessite impérativement une base organique, un métabolisme vivant pour émerger. Or, l'évolution fulgurante des modèles de langage rend cette querelle métaphysique extrêmement concrète pour le grand public. J'ai été marqué par la citation du philosophe John Searle, reprise dans l'étude, datant d'à peine 2015, où il affirmait qu'il lui paraissait inconcevable d'imaginer l'écriture de son livre par un processus totalement inconscient. C'est vrai que la réalité l'a vite rattrapé. À peine une décennie plus tard, nous sommes inondés d'intelligence artificielle capable de rédiger des poèmes complexes, de tenir des conversations philosophiques ou de coder, tout en accomplissant ces fonctions en l'absence totale, jusqu'à preuve du contraire, de la moindre étincelle de conscience phénoménale. Le décalage évoqué par Searle met en évidence le piège dans lequel notre propre évolution nous enferme. C'est le concept de posture intentionnelle. Le cerveau humain a été programmé au fil des millénaires pour attribuer spontanément un esprit, des intentions et une vie intérieure aux entités qui l'entourent. D'autant plus si ces entités utilisent le langage avec aisance. On projette notre humanité sur la machine. C'est un réflexe. L'article relate l'événement tragique survenu en Belgique où un homme a mis fin à ses jours à l'issue de semaines de conversations intimes et émotionnellement chargées avec un agent conversationnel qui n'était qu'un algorithme dénué de ressenti. Une vraie tragédie. Le péril sociétal immédiat n'est pas tant que les machines s'éveillent, mais que nous nous mettions à accorder des droits moraux ou à développer des attachements psychologiques profonds envers des lignes de code incapables de souffrir, nous rendant ainsi vulnérables à des manipulations d'une ampleur inédite. Comprendre les mécanismes de l'attribution de la conscience devient une question de santé publique. C'est un vertige technologique. Et cette compréhension de la conscience ouvre également la voie à l'intervention. L'article aborde l'idée que, de la même manière que nous avons aujourd'hui les outils d'édition génétique comme CRISPR pour modifier l'ADN avec précision, une théorie mature de la conscience pourrait aboutir à une capacité d'édition de l'expérience subjective. Manipuler directement la conscience ? La perspective de pouvoir supprimer l'expérience de la douleur chronique, d'amplifier chimiquement ou technologiquement les états de bien-être, ou de modifier la perception du temps via des interfaces neuronales, relève autant du miracle médical que de la dystopie la plus sombre. L'établissement de garde-fous internationaux pour réglementer ces futures éditions de l'esprit apparaît comme un impératif moral majeur abordé par l'étude. Cela soulève une question fondamentale, bien plus large que les seules considérations éthiques ou technologiques. La quête scientifique de la conscience s'inscrit dans la continuité des grandes révolutions qui ont redéfini la place de l'humanité. Copernic nous a appris que nous n'étions pas le centre géométrique de l'univers. Darwin a démontré que nous ne formions qu'une ramification ordinaire de l'arbre du vivant, dépourvue d'essence divine. Et Freud, bien que débattu, a suggéré que notre pensée consciente n'était que la surface d'un océan cognitif qui nous échappe. Parvenir à naturaliser la conscience, à la ramener à ses composantes biologiques ou informationnelles, ne constitue pas un désenchantement de la condition humaine. Au contraire, c'est peut-être l'étape ultime qui nous permettra de nous intégrer pleinement dans l'ordre de la nature.
Finir de considérer nos esprits comme des entités spectrales habitant des corps mécaniques pour nous reconnaître comme des moteurs à viande devenus des êtres d'expérience intégralement tissés dans la trame du monde physique. Pour clore cette vaste réflexion, la conclusion de l'article soumet au lecteur une ultime projection intellectuelle d'une puissance assez inouïe, qui n'a pas encore été abordée. Il s'agit d'envisager la résolution du mystère de la conscience non pas uniquement comme une introspection humaine, mais comme la clé de voûte de notre compréhension du cosmos. Comment ça? Imaginons un instant la découverte d'une forme de vie extraterrestre intelligente. Une science mature de la conscience serait indispensable pour déterminer la nature de cette rencontre. Le fossé qui sépare un univers hypothétique qui grouillerait d'organismes ou de machines biologiques extraordinairement fonctionnelles, mais totalement froid, aveugle et dépourvu d'intériorité, d'un univers véritablement imprégné de foyers de conscience phénoménales, capable d'éprouver la beauté, de souffrir, de comprendre et de s'émerveiller, c'est une différence d'échelle proprement astronomique. Un univers mort contre un univers vivant de l'intérieur. Exactement. Au bout du compte, la capacité à générer une expérience subjective est possiblement la seule et unique propriété qui confère un sens, une valeur ou une couleur à l'univers tout entier. Sur cette perspective aussi troublante que magnifique, il ne nous reste qu'à observer avec un respect renouvelé le simple fait que nous puissions, ensemble, nous émerveiller de notre propre existence. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration de l'esprit. À bientôt!